Bien, bonsoir à tous et merci pour votre présence ce soir. Meilleurs vœux, c'est encore temps de les prononcer. Et donc meilleurs vœux à toutes et tous pour cette nouvelle année. Le CAUE est très heureux de vous accueillir pour cette première rencontre de l'année qui se fait en partenariat avec NECPOS dans le cadre de sa nouvelle édition des Villes Invisibles. Donc vous savez qu'elle s'attache à proposer des regards multiples et sensibles sur l'espace urbain. Dans son prolongement, le CAUE propose jusqu'au 30 mars l'exposition de Christina Zuck, artiste photographe de renommée internationale, qui nous fait... Excusez-moi, mais c'est très important, c'est l'exposition de Petra Kuba. J'y viens. Ne vous inquiétez pas. Ok, excusez-moi. Vous inquiétez pas. Vous êtes quand même une artiste de renommée internationale, ça je peux le dire, oui, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir pour cette exposition d'une partie de ses œuvres conçues avec l'artiste photographe Petra Kuba. Voilà. Leur projet multimédia interroge les infrastructures de transport et plus particulièrement la construction d'une autoroute urbaine à Berlin, dont le chantier s'achèvera cette année. Les œuvres des deux artistes exacerbe notre interrogation, voire même notre incompréhension face à la réalisation de telles infrastructures à l'heure où les tensions liées à la circulation automobile dans les villes tendent au contraire à devoir disparaître pour une qualité de vie apaisée. Afin d'aborder sous un autre angle cette urgence environnementale, ainsi que la question des infrastructures, des mobilités, des solutions pour modifier notre rapport à l'automobile, le CAUE a également sollicité M. Laurent Chapelon, professeur d'aménagement de l'espace et urbaniste au département de géographie aménagement de l'Université Paul Valéry de Montpellier. Et je remercie aussi d'être présent ce soir avec nous. Et je crois que le rappel des moyens dont dispose une collectivité pour agir efficacement en matière de mobilité n'est pas superflu, et j'ajouterai que les solutions sont d'autant bienvenues qu'elles sont prises dans un cadre démocratique, c'est-à-dire transparent, qui décide, qui paye, quelles sont les populations socialement impactées, quels sont leurs besoins réels, et si les solutions techniques d'ingénierie sont primordiales, elles ne doivent pas pour autant, à mon sens, éluder l'intégralité de ces aspects. Je vous remercie donc encore une fois tous les deux d'avoir accepté d'être présents parmi nous. Et je pense que vos interventions permettront à tous d'avoir ce soir un éclairage voilà, avec une double entrée très riche. Je laisse la parole à Patrice Lougon qui va, pour NECPOS, présenter davantage encore Christina Zuck, qui interviendra en premier avant que Laurent Chapelon fasse la deuxième partie de cette soirée. Merci à tous. Patrice. Merci Vincent, merci donc à toute l'équipe du CAUE qui a vraiment fait un travail excellent de montage et voilà, et merci à Christina aussi d'être là avec nous aujourd'hui, à M. Chapelon d'avoir joué le jeu aussi de la confrontation avec une artiste. C'est pas une confrontation, on va dire articulation plutôt. Hein. Alors c'est vrai que NECPOS nourrit depuis environ maintenant 27 ans une relation à la ville et à cet espace urbain qui est notre espace qui est comme du liquide amniotique dans lequel on vit, on se développe, on grandit. Un espace qui est complexe, qui est de plus en plus complexe, on va dire, qui nous renvoie, je dirais, à vraiment aussi notre question de notre survie presque sur Terre à travers des phénomènes de congestion, hein, aussi congestion automobile, congestion humaine, et c'est vrai que les villes sont devenues un peu invivables. Je vous renvoie au livre de cet architecte Rancolas, qui est un architecte qui n'est pas forcément le plus connu en tant qu'architecte, mais qui a beaucoup écrit, et qui a notamment écrit par rapport à New York et à cette construction de la ville. Et donc du coup son congestionnement aussi à tous les étages un peu. Donc un livre très intéressant, New York Délire, pour les amateurs d'écrits sur l'architecture.
On participe au mois de l'architecture, qui est déjà passé, mais qui va revenir l'année prochaine. Donc je vous invite à suivre aussi attentivement toutes les expos dans ce cadre-là, les événements qui se déroulent en région, parce que c'est vrai que c'est un événement qui est peut-être un peu méconnu, mais qui vaut vraiment le coup. Voilà, mois de l'architecture qui est organisé par la DRAC Occitanie. Alors Christina, pour dire deux mots sur elle quand même, parce que voilà, c'est une amie. C'est quelqu'un qui a aussi effectivement une carrière importante, qui a de nombreuses expositions, qui a vraiment creusé son sillon au fil du temps, hein, de manière très 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 professionnelle et avec une détermination je dirais que je crois que on était à l'école nationale de la photographie ensemble il y a très longtemps, 30 ans maintenant. Et c'est vrai que je crois qu'on est encore un peu les seuls à s'agiter à produire, et toi en particulier, quoi, de ce groupe qui était voilà, une trentaine d'étudiants, et beaucoup ont arrêté ou sont passés de l'autre côté. Moi je suis à cheval un peu sur l'organisation d'expo, mais je continue aussi à produire. Le travail de Christina est très polyforme, hein, il vise l'espace urbain, mais aussi l'être humain, souvent quand même. Je travaille quand même beaucoup sur les gens. Petite anecdote, elle a déjà exposé à Nîmes, et elle a été, je pense, l'auteur d'une des expositions les plus courtes de l'histoire des expositions à Nîmes, la ZUP, à Rafelbourg, hein, ça a été, on a même eu droit aux renseignements généraux. Alors pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, je vous expliquerai. Et c'est vrai que ça a été très, très cocasse, on va dire. On garde un souvenir heureux, heureusement, mais voilà, ça a été au centre social, Simone Veil. Ouais. Voilà, bon, c'était beaucoup de péripéties à ce moment-là. L'expo a duré 24 heures. On a été obligé de la décrocher par ordre de la direction du centre. Bref, c'est vrai que voilà, je ne vais pas dire plus, hein, on va l'écouter parler de son travail sur l'autoroute, cette autoroute, dont nous aussi nous avons un petit souci à Toulouse, là, avec la 69, qui est en train de se construire et qui pose beaucoup de questions par rapport à cet aménagement. Alors c'est un aménagement qui est surtout mis par Carole Delga, je crois quand même. Et par beaucoup d'autres, ouais. C'est vrai que voilà, ça pose question. Bon, bah, pas plus, hein. Voilà, je vous laisse là et je donne la parole à Christina. Merci beaucoup et merci à vous d'être là. C'est la dernière aussi soirée des Invisibles de cette année, voilà, qui se clôture à partir de demain. Il y a encore des expositions, notamment à la ZUP, dans notre lieu, le Makerspace. Et ça s'appelle Archimie, et c'est sur l'île. Voilà, je te donne le micro, tu as le micro. Non, je pas le micro. Je te donne le micro. Merci. Mais il faut que je le tienne. Non, je peux pas. Peut-être vous m'entendez comme ça va. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc je viens de faire 1600 km en autoroute, pas en autoroute parce qu'une partie de l'autoroute est en autoroute. J'ai fait la route nationale 7, la route du soleil, la nuit avec beaucoup de camions. Et j'ai brûlé beaucoup de diesel en venant ici. Et voilà, pour vous parler d'une autoroute contestée à Berlin. Donc voilà, c'est un peu une carte schématique de la ville de Berlin. Et on voit, là en bas, vous voyez des petites voitures rouges, c'est ça, c'est cette partie qui est en train de se construire maintenant d'un cercle qui ne va jamais être complété. L'autoroute fédérale, sans abréviation A100, se trouve à Berlin et relie les arrondissements de Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof, Schöneberg et Neukölln dans un demi-cercle. À l'origine, elle a été conçue comme une autoroute circulaire
mais au nord-est du centre-ville de Berlin, ce périphérique interrompu est complété par des routes urbaines normales. L'autoroute fédérale 100 avait été planifiée comme la pièce maîtresse du réseau autoroutier de Berlin-Ouest. Et en cas de la réunification allemande, la structure aurait dû être complétée par un tronçon circulaire. À cette époque, l'objectif était de créer une ville adaptée à la voiture. Après la réunification, les planifications ultérieures se sont éloignées de ce plan, car il aurait entraîné des coupes importantes dans l'aménagement urbain. Depuis 2013, un nouveau tronçon est en construction qui prévoit de faire passer l'autoroute de 3,2 km vers le nord-est avant de s'arrêter provisoirement à l'échangeur Amtreptower-Park. La poursuite de la construction de l'autoroute s'est faite de manière insidieuse au cours des dernières années et a suscité de nombreuses controverses à une époque où la crise climatique progresse. Face aux nombreux débats sur la durabilité, le grand public a pris de plus en plus conscience que l'industrie du bâtiment et ses gravats qu'elle génère sont l'un des plus gros producteurs de déchets. La fabrication du béton, fait de la matière première, le sable, est une ressource rare. Le ciment a un très mauvais bilan carbone. Voilà encore cette partie des 3 km que vous voyez sur la carte de Berlin. La construction de l'autoroute urbaine de Berlin a entraîné la destruction de bâtiments et d'espaces libres et a endommagé durablement les environs du tracé. Pour le prolongement de la A100, 370 jardins communautaires ont été détruits à Neukölln et 4 immeubles d'habitation avec 200 appartements à Treptow. Les riverains qui restent doivent être isolés par des murs anti-bruit de 7 mètres de haut. Outre les effets directs inquiétants, la construction de la A100 va entraîner une augmentation des émissions de CO2. Cela n'est pas compatible avec les objectifs de protection du climat auxquels Berlin s'est engagé. En Allemagne, là c'est l'image, la projection du groupe d'architectes de la Autobahn GmbH comme sera le résultat. En Allemagne, les autoroutes relèvent de la compétence de l'État fédéral qui décide de leur construction et assume la majeure partie des coûts. La construction du tronçon numéro 16 de la A100 et sa nouvelle prolongation, le tronçon numéro 17, sont inscrits au schéma directeur des transports allemands 2030, qui, comme une loi, ne peut être modifié. Bien que certains groupes politiques du Sénat de Berlin s'opposent à la poursuite de la construction, ils n'ont aucun moyen d'action. Indépendamment de cela, les citoyens ont développé de nombreuses formes de protestation, des manifestations à pied et à vélo, des blocages ou des initiatives citoyennes. À l'état actuel, les deux tronçons coûteraient 1498 milliards d'euros, selon un calcul du ministère fédéral des Transports datant de l'automne dernier. Sur ce montant, environ 700 millions d'euros reviennent à la 16e section, actuellement en construction, et environ 800 millions d'euros à la 17e section, qui est en cours de planification. Les coûts de construction ont doublé depuis la dernière estimation précédente de 2013. Il est peu probable que les choses en restent là, compte tenu de la nette augmentation générale des coûts de construction. Les experts estiment à un bon milliard d'euros le coût de la seule 17e section. Selon la planification actuelle, la plus grande partie de la somme est payée par l'État fédéral. Il est responsable des autoroutes. C'est l'autoroute la plus chère jamais construite en Allemagne. Petra Kubert et moi travaillons depuis 2021 sur le tronçon numéro 16 controversé. Au moyen de recherches artistiques, de pratiques documentaires, d'observations, de photographies, de vidéos et d'interventions artistiques, nous avons examiné le lieu. Depuis 2013, une immense tranchée de béton creuse le paysage urbain
à Neukölln et façonne sur place un scénario rétro-futuriste. Par ses dimensions, sa matérialité et son langage formel, ce vaste lieu solitaire a un aspect dystopique et invite à réfléchir à l'aménagement des espaces publics. Petra Kubert n'habite pas loin du chantier de Neukölln et nous avons commencé à nous promener le dimanche dans le parc de l'autoroute vide, comme quelques autres visiteurs clandestins. L'endroit avait un aspect surréaliste. Nous avons parlé avec des habitants et des activistes et fait des enregistrements sonores. Nous avons pris des photos, collecté des objets et filmé le parcours de 3,2 km avec un drone. Nos questions étaient comment les riverains perçoivent et s'approprient ce chantier qui semble hors du monde. Quelles sont les conséquences sociales, spatiales et écologiques que la construction d'une autoroute au XXIe siècle, au cœur de la capitale et de la crise énergétique et climatique? Comment gérer de manière productive des affects tels que la tristesse et le chagrin face à la destruction de l'environnement et de notre espace de vie? Nous voulons mettre en valeur la qualité esthétique de l'édifice et créer de l'ambivalence et de la confusion, atténuer les fronts durcis, la polarisation entre les opposants et les partisans, montrer différents aspects et perspectives. Et voilà ici, vous voyez, on a fait cet été une exposition au musée de Neukölln, c'est un musée régional. Et voilà, vous voyez l'affiche. Et je vais vous montrer. Ah, maintenant, on a choisi le titre Opération Béton en faisant référence au film, au premier film de Jean-Luc Godard, qui date de 1954, qui est un documentaire sur la construction d'un grand barrage en Suisse. Voilà. Et ici, vous voyez déjà des photos d'installation de notre exposition avec des photos, les stations audio, où on peut écouter des stations d'écoute, où on peut écouter les interviews et des éléments sculpturaux dont je vais parler. Et là, on a fait référence à une citation de Michel Foucault qui dans une conférence en 1967 a parlé du terme hétérotopie de certains lieux qui se trouvent hors de la société. Il a trouvé de plus en plus d'hétérotopie dans la société actuelle. Peut-être texte. Nous, on a toujours pensé de cette autoroute comme une hétérotopie au milieu de la ville, qui n'est pas accessible et qui est rendue accessible par les citoyens qui s'y promènent, qui peignent, qui font des choses. Et voilà, je vous montre une sélection de la série photos qu'on a fait. On a décidé de ne pas clarifier qui est l'auteur individuel, l'autrice individuelle des photos, donc on les a fait toutes les. Et vous pouvez voir une sélection de cette photo ici. Je suis bien contente que vous avez ce beau moniteur qui rend très bien.
Voilà, et on a collaboré pour l'espace d'expo, on a collaboré avec un artiste, un street artist qui s'appelle artiste d'autobahn, l'artiste d'autoroute, et c'était une rencontre fortuite sur Instagram que Petra a faite avec cet artiste qui s'appelle Faucht, c'est son nom d'artiste, et son pseudonyme Fauchen veut dire feuillet, c'est le son qu'un fait un animal. Et nous l'avons demandé de peindre l'espace d'exposition. Voilà encore plus de... Ah, voilà. Nous l'avons demandé de peindre l'espace d'exposition et nous voulions dissoudre l'espace White Cube pour recréer un peu une atmosphère du chantier ou un peu dissolu. Faucht a trouvé que son travail n'avait pas sa place dans l'espace muséal, mais il nous a proposé de peindre l'espace lors d'un atelier commun, donc on a peint ensemble. Et ici, vous voyez dans l'autoroute les travaux de Faucht. Il écrit souvent des textes un peu poétiques et par exemple ici, c'est qu'est-ce qui émerge face à cette brutalité bétonée? Was entsteht in Anbetracht dieser betonierten Brutalität? Il a peint aussi des très grands niveaux. Voilà, ça c'est une vidéo. Une extrait. C'est une performance qu'il a fait avec ses collègues street artists. Ils ont fait de la musique, utilisé l'espace pour c'est un exemple comment, de la manière dont les gens s'approprient l'espace et interviennent temporairement pour remodeler l'espace et pour faire autre chose. Ah, non, c'est pas ça. Voilà. Pour la couleur de base de la salle d'exposition, nous avons choisi la couleur du béton, des parois, du bac, du chantier. Le gris soit Pantone, et pour le détruire aussitôt dans le style du street art. Voilà, c'est Faucht. Voilà, les caniveaux de drainage à cours. Les caniveaux de drainage ont attiré notre attention par leur qualité esthétique sur le chantier. Ils sont en béton polymère et ont été fabriqués spécialement pour la Aronite. La société ACO nous les a prêtés pour l'exposition. Ces éléments sculpturaux rappellent les œuvres d'art minimalistes des années 60. Il souligne l'importance de la gestion de l'eau lorsque le climat change. Il peut y avoir des inondations en même temps que des sécheresses. Les constructions en même temps et aussi imperméabilisent trop de surface. Alors là, vous voyez ces tuyaux, ces caniveaux de drainage sur l'autoroute, sur le chantier. Et à droite, déjà, en haut à droite, dans notre expo.
Ici, il y a quelques exemples d'artistes minimalistes qui ont travaillé aussi avec des produits, des objets industriels. Et Tony Smith qui a par exemple travaillé sur une autoroute en construction à New Jersey Turnpike. Donald Judd qui a travaillé avec le béton. Donc tout le thème du béton et des objets industriels fait partie un peu de l'histoire de l'art. Voilà. Ici, non. Ici, vous voyez les personnes qu'on a interviewées. On a fait des enregistrements d'environ entre 10 minutes et 20 minutes sur leur expérience de l'autoroute. Et si vous voulez, vous pouvez écrire. Les interviews sont toujours en ligne et ils peuvent être écoutés en ligne si vous voulez prendre des notes. À gauche, c'est un politicien du Parti Vert qui est contre, qui a toujours tout essayé d'arrêter la construction de cette autoroute. À droite, c'est une dame qui a organisé une initiative citoyenne. Au centre, c'est l'ingénieur chef de projet de la 16e session. En bas, ce sont deux activistes de la dernière génération et une chamane à droite, en bas, qu'on a demandé de parler de ses expériences sensitives qu'elle a eues en visitant le chantier. Ici, vous voyez encore les stations d'écoute et quelques spectateurs pour l'histoire de l'autoroute, en tant que panneau d'information, on a fait une bannière on a fabriqué une bannière de chantier. Bannière de clôture de chantier, avec un peu l'histoire de l'autoroute et qui, si vous êtes intéressé et plus à ça, j'ai des traductions aussi, mais déjà ici c'est le plan de Ruprecht 1862, la ville adaptée aux voitures, le plan d'occupation des sols de 1965 pour Berlin-Ouest et le plan général d'urbanisme de 1969 pour Berlin-Est, Neukölln et la A100, la fin de la ville adaptée à la voiture, la ville durable orientée vers le bien commun. Donc il y a des petits textes et le panneau ressemble un peu à un panneau original. Voilà le graphiste et Petra Kubert devant le musée Neukölln avec l'installation du panneau. Et une autre grande partie de notre installation, c'est la vidéo. Et si ça vous intéresse, après, pendant le vernissage, on va la projeter. Elle s'appelle Das Wort wurde Beton und es wohnte in uns. La parole est devenue chair et elle vint habiter. Non, la parole est devenue béton et elle vint habiter en nous. Ça fait référence à la Bible, à l'évangile de Jean. Je vous présente un petit extrait.
C'est juste pour que vous ayez... Donc, on a composé des chants et improvisé des textes qui sont pris, par exemple, par le texte du pape François Laudato Si. C'est la seconde encyclique du pape François, ayant pour sous-titre Sur la sauvegarde de la maison commune. Elle est consacrée aux questions environnementales et sociales, à l'écologie intégrale, de façon générale à la sauvegarde de la création. Dans cette encyclique, le pape critique le consumérisme et le développement irresponsable tout en dénonçant la dégradation environnementale et le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine. Le texte s'appuie sur une vision systémique du monde et appelle le lecteur à repenser les interactions entre l'être humain, la société et l'environnement. Nous avons toujours pensé que tous ces débats très polarisés autour de le changement climatique et les transports et la crise et la décarbonisation avaient un aspect apocalyptique et religieux, et du coup on a décidé de faire ce chant avec réponse, Schola et responsorium, pour représenter les opposants de l'autoroute et ceux qui sont pour l'autoroute. Donc, on a traduit tous ces textes en latin et ça a été improvisé par les musiciens Goethe Bendixen et Christoph Grund. Et par exemple, on a aussi repris le discours devant l'ONU en 2019 de Greta Thunberg. C'était le sommet sur l'urgence climatique. Un autre aspect aussi est l'aspect du béton, parce que le béton était inventé par les Romains. Opus cementitium, matériaux de construction inventés par les Romains au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'était une maçonnerie de blocage constituée par un mélange de mortier et de pierre, tout venant coffré à la manière du pisé entre deux branches ou entre deux parements dressés avec soin, faisant office de ouvrage perdu. J'ai pris ça de Wikipédia. Mais juste pour avoir l'idée que c'est effectivement les Romains qui ont déjà commencé à inventer ce matériau. Et un autre élément, c'est le dies irae, c'est une séquence médiévale chantée qui parle du dernier jugement. Donc, c'est tous ces éléments qui viennent, sont combinés dans ce vidéo. Un autre, voilà, c'est presque fini maintenant. Un dernier élément, c'est que Petra et moi, on avait des travaux individuels. On a présenté 2 diaporamas de travaux individuels. Ici, vous les voyez, 2 petits moniteurs sur les Impressionsröhren Akku. Et donc Petra a
fait une petite performance avec ces ponts. Ce sont des ponts de signalisation en béton qui ont un aspect un peu anthropomorphe. Ce sont les ponts qui vont porter le signalement plus tard. Et elle est entrée en contact avec ces éléments. Et ça, c'est mon travail pendant tout ce temps où on a fait la recherche. En même temps, j'ai fait des photos de rue, de manifestations et de protestations. Et là, c'est la dernière génération. C'est un groupe d'activistes qui se collent, vous en avez ici aussi, qui se sont collés dans les rues et qui ont bloqué les rues pour des demandes de faire beaucoup plus d'efforts pour le changement, contre le changement climatique. Donc la police était toujours pas toujours, mais pour les décoller, ils étaient assez tendres et gentils, avec leur huile de tournesol. Après être décollés, ils ont utilisé des Schmerzgriffe, là je sais pas trop dire, mais la manière dont ils sont touchés, ça fait très très mal. Les mains. Et voilà, la dernière. Donc là, c'est le groupe Lebenslaute, c'est un groupe activiste, un groupe de musiciens qui fait de la musique résistante dans les lieux impossibles. Et ils ont une longue histoire, ils viennent des protestations contre les Pershing et contre les armes, pendant la guerre froide, contre les armes de guerre, voilà. Et donc, ils existent depuis les années 80. Et là, j'ai photographié une manifestation sur la partie de la A100 active où ils ont fait une manifestation légale et ils ont donné un concert sur l'autoroute. Et voilà. Et pour notre vernissage, on les a invités, ils ont donné un concert pendant notre vernissage sur les tuyaux. Là encore, c'est un rave de protestation contre le 17e tronçon de cette autoroute. C'est un peu la fin. Et aussi notre programme d'accompagnement de l'exposition, une lecture d'un auteur qui a écrit un livre sur l'Allemagne en tant qu'autoroute. On a fait une visite guidée du chantier avec l'ingénieur. Et voilà. Et la dernière chose que je voudrais vous montrer, et là c'est vraiment la fin, c'est le parti conservateur chrétien de Berlin qui imagine une
avec beaucoup de... Voilà, c'est du greenwashing de l'autoroute. Bien, bonsoir à vous et tous. Merci de cette invitation qui me donne l'occasion de parler d'un thème qui m'est cher, à savoir l'avenir de nos mobilités urbaines. C'est un sujet extrêmement sensible parce que, on va le voir, il engage pas simplement des réponses de transport et de mobilité, mais il engage aussi nos modes de vie et notre façon d'être sur cette planète. Et donc je vais essayer d'éclairer le maximum de problématiques en lien avec ce thème, en commençant par le sujet qui a fait bouger véritablement les choses, c'est l'urgence environnementale. Aujourd'hui, on est confronté, comme vous le savez, à une problématique de changement climatique, qui est une problématique qui inonde l'actualité. Il ne se passe pas un jour sans qu'on voit apparaître une catastrophe plus ou moins proche de chez nous. Et le problème aujourd'hui, c'est que le secteur des transports et des mobilités contribue énormément aux émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier poste d'émissions en France, 31% des émissions. Donc c'est le principal secteur d'intervention pour essayer de changer les choses. C'est quelque chose de très difficile. Comme vous le voyez sur ce petit graphique, tous les secteurs de l'économie ont fait des efforts depuis les années 90 pour baisser leurs émissions. Et le seul secteur finalement qui reste en augmentation, c'est le secteur des transports, avec une augmentation de 9% de nos émissions. Alors que, comme vous le savez, la France a pris des engagements pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, et ces engagements impliqueraient de diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Vous voyez bien qu'on en est loin. Donc le chemin est extrêmement long, extrêmement difficile pour changer notre manière de nous déplacer, changer nos comportements. Et donc on va essayer de voir quels sont les leviers dans la suite de mon intervention. Mais juste pour vous signaler qu'aujourd'hui, le problème climatique, c'est un problème important. On voit bien, donc, comme je vous l'ai dit, 31% pour le secteur des transports, essentiellement les transports terrestres, et qui émettent massivement du gaz à effet de serre. 98% de l'énergie de nos mobilités, c'est l'énergie qui vient du pétrole. Donc il y a une très forte dépendance au pétrole. On peut le regretter, en tout cas c'est une réalité. L'essentiel du parc automobile continue aujourd'hui à fonctionner avec ce type d'énergie. Et donc on voit bien que parmi ces transports terrestres, c'est l'automobile qui émet la moitié de ces 29% de gaz à effet de serre. Donc c'est pour ça que souvent, dans les politiques publiques, la voiture est montrée du doigt. Alors, la voiture est à la fois montrée du doigt, mais c'est aussi une solution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le grand méchant loup, si je puis dire, c'est l'autosoliste. Automobile, soliste, tout seul dans sa voiture.
Donc on déplace un véhicule qui est conçu pour 5 personnes, parfois 7 ou 9, et la plupart du temps on est tout seul, j'y reviendrai. Et donc quand je dis que la voiture fait partie aussi de la solution, augmenter le taux de remplissage des voitures, ça peut contribuer à améliorer la situation. Donc on a un problème de climat, problème de changement climatique, de dérèglement, on va dire, climatique. On a aussi un problème de qualité de l'air. Alors c'est très insidieux, puisqu'on ne voit pas que l'air est dégradé, ça ne se perçoit pas visuellement, mais quand on regarde un petit peu les chiffres de santé publique, la qualité de l'air est, dans certaines portions du monde et dans certaines villes, extrêmement dégradée. À l'échelle mondiale, on estime à près de 9 millions de morts prématurées par an qui sont liées à la qualité de l'air. Et en France, c'est un peu plus de 40 000 décès par an imputables donc aux expositions aux particules fines. C'est 11 fois plus que la mortalité routière, donc les accidents de la route. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est caché, qui coûte énormément d'argent à la collectivité. Parce que, évidemment, on se fait soigner quand on a des problèmes respiratoires. Et donc on a un vrai problème de décarbonation de nos mobilités. C'est un enjeu qui va nous occuper pendant des années et qui va impacter toutes les décisions qu'on va prendre en matière de transport et de mobilité. Alors, évidemment, j'ai parlé de l'automobile, c'est le principal objet de nos déplacements. Et donc, c'est le principal levier. Comment on peut réussir à décarboner la route et avoir un meilleur usage de la voiture. Alors, c'est facile à dire, non, il faut le décarboner. Sauf que, quand on regarde l'histoire des mobilités, on s'est placé en situation de dépendance vis-à-vis de la voiture. En ville, sans doute moins, parce qu'il y a des alternatives en transport en commun. Il y a des territoires périurbains, ruraux, dans lesquels les gens, ils n'ont pas d'alternative. Ils sont évidemment en situation de dépendance vis-à-vis de leur voiture, qui est utilisée massivement en France. C'est près de 9000 km par an pour les courtes distances, plus de 4000 km par an en voiture pour la longue distance. Donc ce sont des valeurs moyennes, donc ça veut dire 8 et 4, 12, 13 000 km à peu près pour nos déplacements en voiture, ce qui est quand même considérable. Ça veut dire qu'on a une chance aussi incroyable, on est dans un monde hyper mobile. On considère que la mobilité, ça fait partie finalement de nos modes de vie, et qu'il est tout à fait logique de consommer de la mobilité, et c'est quand on nous retire cette mobilité que ça crée du mécontentement. Malgré tous les signaux liés au changement climatique, je regardais la dernière enquête déplacement à l'échelle nationale. Le segment qui a le plus progressé, c'est les déplacements de plus de 900 km donc en avion, sur des déplacements touristiques essentiellement. Et donc ça interroge. Après, je parle aujourd'hui des mobilités locales, mais on pourrait aussi faire une conférence sur les mobilités longue distance. Et la difficulté, voyez-vous, c'est que les politiques qui ont été mises en place ces dernières années pour changer les comportements, eh bien, elles n'ont pas été suffisantes pour faire bouger les parts modales. Là, la part modale, c'est le pourcentage de tel ou tel mode de transport qu'on utilise pour nos déplacements quotidiens. D'accord ? Et vous voyez que la part modale de la voiture, en 2019, donc dernière enquête nationale, elle est proche de 63%, c'est-à-dire qu'on utilise massivement encore, et c'est l'équivalent de ce qu'on avait en 1994. Donc malgré toutes les tentatives pour faire reculer l'usage de la voiture, eh bien on est aujourd'hui toujours au-dessus de 60% de part modale pour l'automobile. Et donc, bien évidemment, selon les territoires, des réponses plus ou moins fortes ont été apportées. Et je vous parlais de cette fameuse dépendance dans les territoires périurbains et ruraux. On le voit sur ces graphiques-là. Vous voyez, en zone rurale, la voiture, c'est encore près de 80% de part modale, très loin devant la marche, les transports en commun, le vélo, qui est à peine plus de 2%. Et plus on augmente évidemment la taille des agglomérations, plus on se rend compte que l'offre de transport alternative à
permet de faire reculer la part modale. Là, c'est les agglomérations de 100 000 à 2 millions d'habitants. On est à 58% de part modale de la voiture. Dans l'agglomération parisienne, on est à 33% parce qu'il est sans doute beaucoup plus contraignant de posséder une voiture et de l'utiliser. Donc, sans doute que l'avenir passe par davantage de contraintes vis-à-vis de l'usage de l'automobile dans certains territoires, en offrant en parallèle des solutions de déplacement pour inciter les gens à laisser leur voiture au garage ou à l'utiliser de manière plus vertueuse en essayant de covoiturer notamment. Donc voilà, on est sur une problématique d'usage de la voiture massivement, avec des ménages qui ont été incités à s'équiper. Vous voyez qu'il n'y a plus que 14% aujourd'hui des ménages en France qui n'ont pas de voiture. Alors ça reste beaucoup, c'est des gens qui sont dépendants d'autres solutions, mais c'est en nette diminution par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années 80, où on avait quand même 30% des gens qui n'avaient pas de voiture. Et inversement, les ménages qui sont multi-équipés, qui ont plusieurs voitures, eh bien eux, ils ne cessent de progresser. Donc on est sur un mode de transport qui s'est déployé massivement en termes de possession de voitures et en termes d'extension du réseau. Effectivement, ce que nous a dit Christina tout à l'heure participe de cette politique de réponse routière à des besoins de mobilité. Et moi je dis toujours à mes étudiants, on a déroulé le tapis rouge à l'automobile pendant des années, on se retrouve en situation de dépendance, et aujourd'hui on nous dit c'est pas bien parce que on a des problèmes donc d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution. C'est quand même assez fort, puisque on nous demande de changer nos comportements après des années d'extension du réseau. Le réseau routier, c'est le réseau le plus incroyable qui existe aujourd'hui. Il est quasiment présent partout. Avec une simple clé de voiture, vous accédez immédiatement au service. Il suffit de tourner la clé ou d'appuyer sur un bouton et vous accédez au service et vous pouvez circuler, alors selon les endroits plus ou moins facilement, mais dans des conditions relativement bonnes pour aller d'un endroit à un autre. Donc évidemment, aujourd'hui, on paye les conséquences de ces choix qui avant étaient sans doute moins bien éclairés au niveau des conséquences de la mobilité thermique sur le climat. Il y a eu beaucoup d'études ces dernières années, donc la prise de conscience, elle a été lente, mais la recherche a permis d'éclairer les conséquences de nos pratiques et d'y voir aujourd'hui un peu plus clair. Et donc, parmi les leviers d'action, alors j'utilise le terme levier, mais en fait j'ai mis des boutons dans mon PowerPoint pour essayer de marquer les esprits. On a la question de l'emprise. Aujourd'hui, on a un super réseau routier, il est là. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le dédie entièrement à la voiture? Parce qu'on a poussé le piéton et le vélo dans les coins pour favoriser la fluidité de déplacement en voiture. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus possible. Il faut réfléchir à réaffecter la voirie à d'autres modes de transport, même si ça enquiquine l'automobiliste, même si ça le contraint. Je vous ai mis un exemple ici de la route de Mende à Montpellier qui passe entre l'université Paul Valéry, 20 000 étudiants, 23 000, et la fac de sciences, 30 000 étudiants. Vous voyez que l'espace était entièrement dédié à la voiture. On a une petite bande cyclable qui a été peinte après coup, qui d'ailleurs, vous avez remarqué, est sur le pluvial. On a du stationnement automobile, donc 95% de l'espace public est dédié à la voiture. Bon, avec le projet de tramway, on voit bien qu'il y a une répartition différente, là on est à ce niveau-là, une répartition différente de l'espace, avec davantage de place accordée au vélo, au transport collectif, aux piétons qui bénéficient enfin de trottoirs plus larges. Donc on est bien sur une question de qu'est-ce qu'on fait de l'espace public et ayons le courage de le réaffecter à des mobilités plus vertueuses. La question du stationnement, c'est une question essentielle. Le principal facteur
du choix modal, c'est la disponibilité d'une place de stationnement gratuite sur son lieu de travail. Et donc, c'est très très compliqué de lutter contre l'automobile lorsque le stationnement est en quantité suffisante et gratuit. Donc, il y a une vraie politique de réflexion en termes de stationnement. L'idée de faire payer systématiquement l'usage de l'espace public lorsqu'il est rare, lorsqu'il est convoité, c'est une idée qui fait son chemin. Le fait de réduire le nombre de places de stationnement en surface, voilà. Et puis jouer sur les vitesses. Les villes tendent à baisser leur vitesse de circulation, généralement à 30 km/h. On a même des quartiers qui sont à 20 km/h, ce qu'on appelle les zones de rencontre, pour avoir une ville davantage apaisée. Donc la vitesse, c'est un élément très, très fort, puisque, évidemment, lorsque vous abaissez la vitesse automobile, vous rendez les autres modes comparativement plus performants et plus intéressants. Donc il y a une réflexion à mener sur les questions de vitesse. Je vous ai parlé du covoiturage. Le covoiturage, c'est évidemment une solution certes routière, mais qui consiste à augmenter le taux de remplissage des véhicules. Le covoiturage, aujourd'hui, il est, il faut le reconnaître, marginal. En moyenne, on est sur un taux de remplissage des voitures de 1,4 personnes par voiture sur les mobilités locales en France. Et sur du domicile-travail, on tombe à 1,09. Donc c'est de l'autosolisme, parce que c'est un confort d'être tout seul, de ne pas forcément faire des détours pour aller chercher quelqu'un, être plus ou moins contraint par des horaires pour le retour, puisque dans une société tertiaire, on a besoin de souplesse et de pouvoir se déplacer à tout moment. Donc le covoiturage, c'est ajouter un peu de contraintes, mais pour des solutions vertueuses. Là, il y a beaucoup de chiffres, mais là, ce qu'on retient, c'est que 3% des passagers déclarent avoir covoituré dans une voiture d'un autre ménage. Donc c'est très peu, vous voyez. Des fois, on emmène ses enfants ou la famille, on covoiture en famille, mais le vrai covoiturage, entre guillemets, lorsqu'on se met d'accord avec des collègues de travail, avec d'autres personnes pour se déplacer, ça reste aujourd'hui marginal. Il y a des solutions pour le développer. À Grenoble, vous avez la voie de gauche de l'autoroute aux heures de pointe qui est exclusivement réservée aux covoitureurs. Donc ça permet beaucoup plus de fluidité pour ceux qui font des efforts. À Lyon également, ils ont mis en place ce système-là. Donc on voit qu'on peut donner un bonus à ceux qui ont des comportements vertueux. Et celui qui est tout seul dans sa voiture, il est dans les bouchons et peut-être qu'il va se dire « Ah bah tiens, je pourrais covoiturer avec des collègues de travail demain ». L'autopartage et la location de voitures en particulier, c'est quelque chose qui avait été annoncé comme révolutionnaire, qui a du mal à faire son chemin, parce qu'on nous avait dit un jour, vous ne serez plus propriétaire de votre voiture et vous louerez un service à la demande pour vous déplacer. Vous emprunterez tel ou tel type de voiture pour réaliser vos déplacements. Ça existe toujours, mais ça reste quelque chose qui est marginal, puisqu'on reste attaché à notre voiture, qui nous coûte très cher d'ailleurs, en entretien, en essence, en tout ce qu'on veut, mais on recherche le besoin d'avoir à tout moment, sans être enquiquiné par une réservation préalable, d'avoir ce véhicule à disposition. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'immédiateté d'accès au service. C'est la grosse force de la voiture. Il suffit de tourner la clé et j'accède au service immédiatement. Et donc c'est très compliqué, mais il y a des solutions de covoiturage, l'autopartage. Le covoiturage se développe beaucoup sur les longues distances. Les jeunes plébiscitent Blablacar. Sur les mobilités locales, on a un peu plus de mal, mais il y a des opérateurs qui se mobilisent, des entreprises, notamment à Klaxit, mais il y en a plein d'autres, qui proposent des solutions clés en main pour mettre les gens en relation et pour qu'on puisse évidemment utiliser le moins de véhicules possible, être moins fatigué et faire des économies d'argent. Bon, on va parler de ce qui fâche. Les zones à faible émission. Ça, c'est un vrai sujet. Ça a le mérite de faire discuter,
de secouer le cocotier, une zone à faible émission, vous savez ce que c'est réserver l'accès aux agglomérations, aux véhicules les moins polluants, avec donc les fameuses vignettes critères qui sont liées à l'âge de votre véhicule, au type d'énergie qu'il utilise, et donc aux émissions de particules fines liées à l'usage de ces voitures. Donc chaque véhicule a sa vignette, et il y a un calendrier qui est propre aux agglomérations, aux métropoles qui ont mis en place les ZFE, qui contraint au fil du temps les véhicules et qui interdit progressivement certaines catégories de véhicules, donc les plus polluants au début, et progressivement, eh bien, à terme, toutes les voitures diesel, de l'accès au territoire. Je vous ai mis un petit chiffre là, qui est assez incroyable. Donc, 98% des voitures utilisent de l'énergie thermique. Et si on regarde les critères 1 et 2, donc les voitures récentes, diesel et essence, on est quand même à 57% du parc. Donc c'est pas facile de toucher à autant de véhicules, d'interdire l'accès. Ça fait réagir parce que socialement, quelqu'un qui entretient bien sa voiture, lui, la voiture, elle passe le contrôle technique, même si elle a 15 ans, il ne va pas comprendre. Il dit, mais moi, ma voiture, je la chouchoute, j'ai pas les moyens de la changer, vous me proposez des aides, mais c'est peut-être pas suffisant, donc c'est scandaleux. Donc il y a eu un rétro-pédalage, parce que les LFE sont imposés par la loi d'orientation des mobilités, qui consistait à assouplir le dispositif, à retenir uniquement les 5 métropoles qui ont la qualité de l'air la plus dégradée. Les autres, il y a eu des assouplissements de calendrier. On peut se réjouir ou s'inquiéter de ça, hein. Mais l'idée de départ, c'était bien de dire je contrains l'accès, j'autorise l'accès aux véhicules les moins polluants. Voilà. Mais socialement, ça exclut une partie de la population qui n'a pas forcément des alternatives. Alors, effectivement, on peut imaginer un rabattement sur des pôles d'échange en périphérie, et puis continuer en transport en commun, mais c'est contraindre les déplacements qui, aujourd'hui, sont faits entièrement en voiture. Mais on pourra discuter de ce sujet des ZFE, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, parce que c'est quelque chose d'important. Et puis, il y a la question centrale du véhicule, le levier principal. On ne peut pas s'en remettre entièrement à la technologie. Je pense que c'est pas forcément souhaitable, mais c'est un élément de l'équation. Alors on parle beaucoup des véhicules électriques. On peut être pour, on peut être contre, on peut être enthousiaste, inquiet. Ça fait partie des solutions. Aujourd'hui, l'État mise massivement sur l'électromobilité. Via l'ADEME, on a une installation rapide, massive de bandes de recharge électrique, subventionnées donc, par les pouvoirs publics, pour que demain, on puisse décarboner nos mobilités et basculer sur de l'électromobilité. Quand on regarde les analyses en cycle de vie, de la naissance du produit jusqu'à sa mort, son recyclage, on se rend compte que globalement, en termes d'émissions de CO2, donc de contribution au changement climatique, le véhicule est nettement moins impactant que le véhicule conventionnel thermique. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut prendre toutes les analyses en cycle de vie, les conclusions sont toujours les mêmes, même si parfois ça diffère de quelques points. Le véhicule électrique est plus vertueux. Pourquoi ? Parce que dans les consommations d'énergie fossile, lors de l'utilisation du véhicule, on émet beaucoup moins, on consomme beaucoup moins d'énergie fossile. Là où ça s'inverse, c'est effectivement le troisième graphique, c'est l'épuisement des ressources minérales. Parce que pour produire les batteries, on a besoin de consommer davantage de ressources minérales. Et donc, évidemment, mais cela, dans les analyses que j'ai pu constater, que j'ai pu consulter, ne remet pas en cause l'intérêt du véhicule électrique. Et puis, d'ailleurs, le véhicule thermique, personne ne s'étonne
qu'on consomme une ressource naturelle épuisable et qu'on la balance dans l'atmosphère, sous forme de gaz à effet de serre. Donc ça fait partie aussi de l'équation. Il y en a qui sont sceptiques, il y en a qui trouvent que c'est l'avenir. En tout cas, c'est un moyen de décarboner, même si on ne décarbone pas à 100%, c'est un moyen de décarboner. La décarbonation totale, c'est de ne pas se déplacer, de renoncer à certains déplacements ou de marcher. Tout le reste a un impact minimal. Et donc c'est un élément important à prendre en compte. Donc l'automobile fait partie de l'équation, d'accord ? Elle fait partie de l'équation au même titre que les transports collectifs. Les transports en commun, l'intérêt c'est quoi? C'est de massifier le déplacement, donc d'avoir un seul véhicule pour transporter un grand nombre de personnes. Un tramway, jusqu'à 300 personnes dans le tramway, c'est 300 voitures en moins. Quand vous reportez ça sur un boulevard, il y a eu des photos d'ailleurs d'artistes qui montraient les 300 véhicules, le tramway et quelques vélos. On voyait évidemment l'impact en termes d'emprise, mais sur là aussi les transports en commun, on a une stagnation à 9% en France des parts modales dans les mobilités locales. 9%, c'est pas suffisant. On peut aller plus loin dans nos déplacements. Je pense qu'il y a un effort à faire pour inciter davantage les gens à utiliser les transports en commun. Alors, dans certains territoires, évidemment, on n'a pas le même niveau de desserte. Moi, je milite beaucoup pour les cars express. Je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans le ferroviaire, à juste titre. Mais le parent pauvre, finalement, des politiques de mobilité pour les territoires ruraux et périurbains, pour moi, c'est l'autocar, qui reste massifié. Mais aujourd'hui, quand on regarde les niveaux de performance, alors pas sur toutes les lignes, mais sur certaines lignes, c'est très faible. Il faut se dire que si l'autocar il met 1,5 fois plus de temps que la voiture, les gens ne le prendront pas. Parce que trop contraignant. Et comme les services autocars sont calés pour aller chercher les scolaires, on est sur des services qui ne répondent pas aux besoins du domicile-travail. Ça répond aux captifs, les scolaires ils sont captifs, ils n'ont pas le choix. Pour du domicile-travail, on a du mal à capter les usagers. Alors quand on regarde les axes routiers qui convergent sur Nîmes, sur Montpellier, sur toutes les grandes métropoles, ce sont des trains de voitures tous les jours qui se touchent et qui viennent saturer les infrastructures routières. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie politique à mener en faveur des transports en commun en site propre. Que ce soit du métro pour les grandes métropoles, du tramway, du bus à haut niveau de service, donc du bus en site propre cadencé. On a même des villes qui se lancent dans les téléphériques urbains, comme à Toulouse. On a un besoin, effectivement, massif d'améliorer la vitesse, la régularité des services, avoir un réseau davantage maillé, parce qu'on ne peut pas contraindre l'automobile si on n'offre pas des solutions alternatives de déplacement. Sinon, évidemment, on va dans le mur. Je pense qu'individuellement, on n'est pas prêt à renoncer à notre mobilité. Mais ça interroge, je n'ai pas le temps d'en parler, mais ça interroge finalement l'usage que l'on fait du temps. Parce qu'on est prêt à tout pour gagner 5 minutes. On ne supporte pas d'être dans les bouchons et d'être arrêté quelques minutes. On n'est pas prêt à faire un effort de, 15, 20 minutes pour ne pas prendre sa voiture et prendre des transports en commun, parce que 20 minutes, c'est beaucoup. Et quand on regarde l'usage du temps, là, c'est incroyable. 4h37 en moyenne en France devant la télé, chaque jour. Toute l'espérance de vie que l'être humain a gagnée depuis l'invention de la télé, puisqu'on vit plus longtemps, on l'a réinvesti à quoi? À regarder la télé. Plus le smartphone, plus l'ordinateur. Moi, je montre personne du doigt parce que je pense que c'est pas la bonne solution. Il faut qu'on s'interroge chacun. Mais voilà, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas donner un peu plus de temps pour des mobilités plus vertueuses pour... Le temps, c'est la liberté. Oui. C'est pas le temps, oui, la voiture, c'est la liberté. Oui, c'est de la flexibilité. On en parlera après. Je finis mon intervention. La question de l'adaptation des transports en commun aux besoins des gens, au rythme de vie, ça c'est fondamental. Quand vous regardez, je parlais des autocars interurbains, ils arrivent super tard, ils
arrivent trop tard, souvent le matin, ils partent très tôt en fin de journée, donc ça ne répond pas forcément aux besoins. Donc il y a une vraie réflexion sur les services. La tarification, la gratuité. Montpellier passer à la gratuité pour les habitants de la métropole, ça fait énormément parler. On pourra en discuter. En tout cas, sans aller jusqu'à une gratuité, peut-être une politique tarifaire très, très agressive pour certains publics. En tout cas, ça me semble indispensable. Même si la gratuité, ça donne de la visibilité. Hein, on ne va pas se soucier de faire une demande pour avoir bénéficié de telle ou telle formule, de telle ou telle réduction. En tout cas, je pense que ça contribue au moins à remettre les transports en commun au cœur du débat. La question des dessertes périurbaines, ça c'est le gros problème. Si vous n'êtes pas le long d'une ligne TER, comme je disais tout à l'heure, c'est très compliqué d'accéder aux transports en commun, même si on a quand même quelques lignes d'autocars qui sont plutôt bonnes. On a des territoires qui ont poussé leur tramway sur des lignes ferroviaires. On a quand même des solutions qui sont innovantes et qui peuvent être déployées, même si ça a un coût. Hein. Il y a toujours la question, au final, qui paye. Le transport à la demande, c'est quelque chose qui se développe énormément. C'est-à-dire qu'on active le service uniquement lorsqu'il y a des besoins. Alors ça oblige à réserver préalablement, mais ça évite de consommer trop d'argent dans des territoires dans lesquels des lignes régulières ne seraient pas suffisamment rentables. Donc ça, c'est un levier très puissant. Les transports intelligents, ça, c'est souvent quelque chose qui relève de la science-fiction, mais la science-fiction, aujourd'hui, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a des territoires où vous appelez la navette sur votre smartphone, et la navette, autonome, sans conducteur, elle vient vous récupérer et elle vous amène à destination. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance à un véhicule dans lequel il n'y a pas de chauffeur? Alors, la réponse est mitigée selon chacun d'entre nous, mais au final, on fait déjà confiance à des véhicules sans chauffeur. Les lignes de métro automatiques se multiplient, il n'y a pas de conducteur. Sur la route, on peut peut-être imaginer que demain, on aura davantage confiance dans les voitures autonomes, même si la technologie peut être faillible, piratée, mais bon, on n'a pas forcément... on partagera peut-être plus forcément la route avec des gens qui ont consommé de l'alcool, de la drogue, qui sont des dangers au volant. Voilà, on peut imaginer que demain, la technologie autonome fasse partie du paysage de nos mobilités. D'ailleurs, il y a une pub de Mercedes que vous avez peut-être pu voir à la télé récemment qui promeut déjà des fonctions d'autonomie très, très avancées pour les véhicules. Donc voilà, la multimodalité. La multimodalité, c'est combiner plusieurs modes au cours de nos déplacements. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est très important, mais parce que ça favorise l'usage des transports en commun. Le problème de la combinaison de modes, c'est que ça oblige à faire un effort, de descendre d'un véhicule, d'aller dans un autre véhicule, donc se renseigner sur les horaires de passage, sur les modalités de transfert. Et donc on a regardé les résultats à Montpellier, et il n'y a que 3,5% des déplacements qui impliquent 2 véhicules. C'est très peu. Ça veut dire que quand on part de chez soi, on est dans sa voiture et on va au bout du bout avec sa voiture. Et on ne veut pas la laisser tant qu'on n'est pas arrivé à destination. On n'est même pas prêt à la laisser dans un pôle d'échange en périphérie, non, on va au bout. Donc il y a quand même énormément de choses à faire, peut-être pour capter les flux automobiles en entrée de ville, pour avoir des villes plus apaisées demain. En tout cas, ce pourcentage, il est très très faible. La plupart des gens qui combinent 2 véhicules, plus, ont une seule rupture de charge, c'est-à-dire qu'ils changent une seule fois, ce qui est déjà beaucoup. Et par contre, ils acceptent d'allonger leur temps de déplacement de facteur 3, c'est-à-dire que les temps de déplacement sont 3 fois plus longs lorsqu'on fait un effort de combiner des modes plus vertueux, notamment d'utiliser davantage les transports en commun. Donc ça consomme du temps, ce qui veut dire que la voiture reste encore très très performante d'un bout à l'autre des chaînes de déplacement. Mais en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, ce temps-là, il n'est pas perdu. Au contraire, il
peut être utilisé pour lire, on peut travailler dans les transports en commun. Voilà, on est beaucoup plus posé que dans sa voiture, on est stressé par la peur de ne pas arriver à l'heure, voilà, de ne pas trouver le bon itinéraire. Quand on passe d'un mode à l'autre, on marche très peu, c'est 2 minutes maximum, dans 91% des cas, donc il faut vraiment que les changements de véhicule, le mode de transport soient optimisés. Et dans 80% des cas, ces déplacements multimodaux, ils impliquent les transports en commun. Donc c'est très favorable au transport collectif. Donc moi, je promeus la multimodalité pour qu'on ait le maximum de solutions de ce type qui se développent. Alors, le numérique nous y aide. On appelle ça le Mass Mobility as a Service. Le MaaS sont des applications numériques sur smartphone qui vous donnent en temps réel, à l'endroit où vous êtes, toutes les solutions de déplacement à disposition pour pouvoir aller à votre destination. C'est hyper rassurant. Vous avez toute l'offre, vous faites votre choix, vous pouvez acheter vos billets. Alors, il faut être familier du numérique. C'est vrai que les jeunes générations sont davantage familiarisées à ce type d'outils, mais quand on le maîtrise bien, c'est très accessible. Hein. C'est très performant. Vous savez exactement où est l'arrêt de transport en commun, à quelle heure va passer le prochain train, le prochain bus, le prochain tramway. Si vous voulez louer un vélo, vous savez où sont les stations. Enfin, vous avez tout un panel de solutions qui vous sont accessibles. Aller au plus près des entreprises et des salariés dans le cadre des plans de déplacement d'entreprise, ça c'est fondamental pour les déplacements domicile-travail, parce qu'il y a plein de gens qui finalement font le même trajet, mais qui n'auront jamais l'idée de covoiturer si on ne leur dit pas attends, regarde là, et on pourrait économiser beaucoup d'argent. Moi je cite toujours l'exemple de mes voisins, donc un couple, 80 km aller-retour par jour, pour aller tous les deux à Montpellier. Ils n'ont jamais eu l'idée de covoiturer, parce qu'ils ne travaillent pas au même endroit tout à fait, parce qu'ils n'ont pas les mêmes horaires. Donc évidemment, covoiturer, ça implique de s'adapter, mais ça implique aussi aux employeurs de prendre conscience que ça peut être bénéfique pour leurs salariés. Hein. Alors il y a des employeurs qui sont irascibles, qui disent non, tu ne vas pas partir à cette heure-là, moi j'ai besoin de toi jusqu'à telle heure. Donc selon les métiers, c'est pas toujours facile, mais il y a de plus en plus de souplesse avec le développement du tertiaire. Voilà, et puis sur les mobilités actives, on parle beaucoup de la marche et du vélo. Je vais terminer là-dessus. Là aussi, ça stagne. La part de la marche dans les mobilités locales, c'est autour de 23%. On n'a pas bougé depuis 1994. Le vélo, on est à 2,7%. Alors la période post-Covid fait bouger les choses. On a des compteurs vélos qui commencent à s'affoler dans certaines villes où l'usage du vélo a augmenté. Il y a des villes qui ont créé des coronapistes, des pistes cyclables d'urgence en période Covid, qui les ont maintenues et pérennisées. Donc ça a permis, oui, le terme n'est pas fantastique, mais bon, c'est celui qui est utilisé. Voilà, qui a permis de maintenir quand même et de dynamiser le vélo. Il y a des politiques cyclables ambitieuses, enfin, qui sont mises en place, même si ça va prendre du temps. Hein. Quoique pendant la période Covid, on a pu faire beaucoup de choses rapidement, en contournant certaines procédures. Mais en tout cas, voilà, les mobilités actives, ça fait partie de la solution. C'est un élément clé en termes toujours de redistribution de l'espace public. Vous verrez bien sur l'autoroute de Berlin, à la place, un itinéraire cyclable, puisque l'emprise est utilisée. Réaménager, donc ça veut dire créer des sites propres pour les vélos. À Montpellier, toutes les 2 fois 2 voies ont été supprimées. Il y a une des 2 voies qui a été attribuée aux bus et aux vélos. Alors, donc il n'y a plus de 2 fois 2 voies dans Montpellier, c'est terminé. Donc ça a été une avancée assez spectaculaire. Plein de gens qui me disent, bah oui, maintenant j'ai un super itinéraire, j'utilise davantage le vélo. Souvent c'est à moindre coût, hein. Vous voyez qu'on est sur un marquage de peinture, donc à minima, donc on a récupéré de l'emprise. Ça veut dire accepter d'enquiquiner l'automobiliste, qui lui va faire remonter aux politiques qu'il n'est pas content, évidemment, mais ce sont des choix.
des choix politiques, sécuriser les itinéraires, la question des vols de vélos, la question de la sécurité du stationnement des itinéraires, c'est une question essentielle. Là, je vous ai montré une photo que j'ai prise par hasard dans les docks de Marseille. J'ai vu une boutique, donc là c'est la galerie marchande au rez-de-chaussée. J'ai vu une boutique de vélos, je suis rentré et je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit bah, on fait du multiservice, c'est une start-up qui s'est implantée, donc une petite boutique, stationnement de vélo pour les salariés, un atelier de réparation si vous avez un problème sur votre vélo, et de la location de vélos utilitaires à la carte, en fonction de vos besoins. Tout ça sur son lieu de travail, je trouve ça incroyable. Les gens ils rentrent en vélo par là, ils stationnent, et puis s'ils ont moins de soucis, bah, leur vélo il est réparé le soir. Donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, la location de vélo qui se généralise, l'éducation à l'école. Et puis je termine juste par les trottinettes électriques et ce qu'on appelle les engins de déplacement personnel motorisés qui font parler énormément parce que très accidentogènes en ville. On voit bien qu'introduire un nouveau mode de transport dans l'espace public de manière spontanée, c'est pas facile. Les services d'urgence sont remplis de gens qui se sont fait percuter. Il n'empêche que 759 000 trottinettes électriques vendues en France en 2022, il y a un engouement, il y a des utilisateurs, bon beaucoup c'est pour du loisir, mais beaucoup aussi pour du domicile-travail. Ça veut dire qu'il y a une demande d'un véhicule qui est peu polluant, compact, qui se transporte partout, et qui finalement est relativement bien adapté à des déplacements de courte distance, et donc qu'il faut intégrer dans l'espace public, ou intégrer ou cadrer, parce que vous avez vu à Paris, hein, ils ont fait un référendum, ils ont fermé les loueurs de trottinettes, hein, les sociétés de location. Donc, mais en tout cas, il y a un vrai engouement pour la micro-mobilité urbaine, et donc ça veut dire peut-être leur redonner davantage d'espace dans l'espace public, et donc au moins réfléchir à la place qu'on souhaite leur donner. Voilà, donc je termine là-dessus, avec une petite conclusion, finalement qui résume les 3 axes de réflexion qu'on peut engager pour les mobilités de demain. Je vais parler de la dimension technologique, donc on touche aux véhicules, on va décarboner massivement, on n'a pas le choix, l'avenir de la planète en dépend. Voilà, on est contraint de décarboner sous peine de ne plus maintenir 10 milliards d'hommes, parce que c'est la question, 10 milliards d'hommes dans les conditions actuelles sur Terre. Donc là, on modifie directement les impacts de nos mobilités. On peut jouer sur l'offre de transport, moi j'appelle un choc d'offre pour avoir davantage de transports plus vertueux. Donc on rend les modes vertueux plus accessibles, on améliore leur performance pour changer nos pratiques. Et puis le dernier axe, c'est changer aussi la demande. Parce que nos besoins de déplacement, eh bien, ils influencent évidemment toutes nos pratiques, l'endroit où on habite, et peut-être rapprocher les services publics de là où les gens habitent, essayer de ramener de la proximité pour qu'on n'ait pas forcément besoin de faire 30 ou 40 km pour aller acheter telle ou telle chose, pour aller dans tel ou tel service public, pour aller accoucher, pour aller faire ce dont on a besoin. Mais je le redis, la demande, c'est quelque chose qui est très difficile à influencer. Je regardais les résultats de la période post-Covid, et je termine vraiment là-dessus, pour être très bavard. Les résultats de la période post-Covid, en fait, les entreprises ont donné davantage de temps à leurs salariés pour télétravailler. Donc souvent, on travaille que 3 jours en présentiel sur son lieu de travail, et les 2 autres jours, on a négocié du télétravail. Donc les gens me disent, bah oui, moi ça m'a permis d'aller habiter plus loin.
Pourquoi? Parce que mes 40 km aller, 40 km retour, j'ai que 3 jours dans la semaine. Donc tu comprends, 3 jours, bah, ça passe. Mais je ne serais jamais habité là si je devais faire le trajet tous les jours. Donc il y a eu un desserrement, vous voyez, pour sans doute une meilleure qualité de vie, ou X ou Y raison. Et au final, ben, on ne va pas pouvoir s'en sortir si on n'intervient pas sur la demande. Et ça, c'est un élément très important de l'équation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Tous les deux, c'est vrai que vos deux interventions ont ouvert beaucoup de pistes. En fait, nous ont tous fait réfléchir en réalité à nos pratiques, aux nécessités de changer, aux freins également qui empêchent ces changements. Et alors, il y a plein de choses, mais j'en profite juste avant vos réactions et puis je vais un petit peu respirer avant de poser vos questions pour vous dire que la semaine prochaine, il y a un rendez-vous café débat sur l'habitat. Et effectivement, comme nous en parlions à la réunion préparatoire avec Martin Feuté, qui a été aussi qui a préparé cette conférence et a contacté M. Chaplon, donc c'est un travail d'équipe, Thierry qui nous filme, Lucie également avec Abéric qui ont mis en scène la scénographie, donc Patrice qui nous a proposé Christine Azuc, etc. Donc ce rendez-vous, là également comme aujourd'hui, nous allons parler des alternatives à l'habitat, voir un peu le foncier, le penser autrement, penser le foncier comme un bien commun, d'autres villes de fond, des métropoles, des communautés d'agglomération, invite les personnes aussi à penser. Et c'est vrai que les politiques publiques sont moteurs dans l'incitation, peut-être pour donner l'exemple. Je ne sais pas, donc voilà, je ne sais, c'est mardi prochain à la même heure, au même endroit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions maintenant, peut-être, pour faire le lien justement avec ce... Oui. Bonjour, moi j'ai quelques questions que je vais vous poser par rapport à votre présentation. La première chose qui me vient, c'est que vous avez parlé essentiellement des transports entre domicile et travail. Or, il y a un autre aspect où il y a énormément de gens qui prennent leur voiture, c'est pour aller faire leurs courses. Et quand je vois le nombre de kilomètres carrés qu'il y a de parking gratuits, avec des grandes surfaces en périphérie des villes, qui se sont développées depuis 60 ans, je pense qu'on ne prend pas le bon chemin là. Parce que si je veux aller faire mes courses à Carrefour sans voiture, c'est un casse-tête. Hein. C'est un vrai casse-tête. Parce que comment je transporte mes courses, c'est lourd, c'est encombrant. Donc je suis incitée à prendre la voiture, clairement. Ça c'est un premier point. Et deuxièmement, vous avez beaucoup mis en valeur certains aspects de la voiture électrique. Moi je me pose deux problèmes sur la voiture électrique. Le premier c'est le coût, parce que ça coûte très cher. Et deuxième problème, c'est si toutefois on n'a pas d'émissions carbonées au moment de la consommation du transport de la voiture, il y a quand même un problème pour sa fabrication et son entretien. Et puis il y a un autre problème, c'est que si on incite tout le monde à avoir une voiture électrique, comment on va produire cette électricité, à quel coût et avec quel impact sur l'environnement? Parce que si on se retrouve avec des centrales nucléaires à tous les coins de rue, et avec des déchets nucléaires dont on ne sait que faire depuis des dizaines d'années, qu'est-ce qu'on va faire? Et sans eau pour refroidir. Oui. Peut-être une deuxième question, je ne sais pas, avant de donner le... Non, c'est bon. Alors, merci. Effectivement, quand je disais au départ, on a déroulé le tapis rouge à la voiture, on a créé toutes les conditions pour que ce mode de transport soit d'une efficacité redoutable. Que ce soit pour l'accès aux grandes surfaces, évidemment, en tant que piéton, on risque notre vie. En transport en commun, bon, ça reste très aléatoire. Et puis, effectivement, il y a la question de l'emport des courses. Mais il y a plein d'exemples où on a poussé l'optimisation du système automobile, comme je l'appelle, très très loin. Prenez, bon, ça va faire réagir,
la gare Nîmes-Pont-du-Gard. C'est extraordinaire. On a créé quand même une allée non stationnable pour bien faire comprendre aux gens qu'ils ont 1,5 km à faire s'ils ne veulent pas payer de stationnement, et une gare qui est essentiellement accessible en voiture, même s'il y a quand même des TER, mais ça ne matche pas. Il y a un peu de bus, une navette, voilà. Mais effectivement, on voit bien ces modèles de gares exurbanisées avec d'immenses parkings tout autour, qui poussent évidemment à l'usage de la voiture, alors qu'on aurait pu mettre en place un modèle qui a fait ses preuves dans d'autres endroits. Je pense à Tours, Saint-Pierre-des-Corps, à chaque TGV, vous aviez une navette, vous n'aviez même pas à réfléchir, vous montiez dans la navette, et tout ça y est. Montpellier, c'est pas mieux. Et les coûts des parkings sont quand même assez extraordinaires. Hein. On est sur des coûts proches de 70-80 € pour la semaine. C'est quand même assez incroyable. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Et donc on a un super réseau routier qui va à peu près partout, qui est très bien entretenu globalement. Hein. Donc aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de changer les pratiques? Donc réutiliser ce réseau à d'autres fins, c'est quelque chose de très important, pour développer d'autres modes. Je pense notamment au vélo, qui est vraiment contraint dans les villes, dans la plupart des villes. Et encore, on a souvent comme modèle les grandes métropoles qui font beaucoup d'efforts, mais dès que vous descendez en taille d'agglomération, là c'est le néant complet. Hein. Donc effectivement, bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, la proximité au commerce, le fait d'avoir davantage de services à proximité de chez soi, ça peut aussi inciter les gens à peut-être pas remplir leur coffre et aller faire leurs courses forcément très loin, remettre en place les circuits courts d'approvisionnement, les dynamiser, voilà, interroger nos modes de consommation. Alors c'est pas facile, hein, mais vous voyez, moi je dis à mes étudiants, vous achetez une brique de jus d'orange, ben, la brique de jus d'orange, elle a parcouru 15 000 km, et pour 1 litre de jus d'orange dans votre brique, vous avez 100 grammes de pétrole. Parce que voilà, les produits voyage, un yaourt c'est 9000 km. Un pot de yaourt. Le pétrole. Oui, donc on peut réinterroger. Alors on n'est pas forcément aidé, hein, parce qu'il y a peu d'informations pour le consommateur, pour l'origine des produits. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à faire. Mais on peut interroger nos modes de vie. Moi le premier, hein, je l'ai dit en première ligne. Je répète, j'entends beaucoup, oui, de toute façon, à quoi ça sert qu'on fasse un effort quand on regarde ce qui se passe ailleurs? Ça, c'est pas possible. Il faut que chacun, on s'interroge quelles petites choses je peux faire pour améliorer les choses. Et moi, je ne vais pas être trop long, mais je compostais pas. Et puis, ma commune a mis un composteur dans la rue. Je lui dis, mais j'utilise constamment. Et maintenant, ça ne me viendrait même pas à l'idée de ne pas composter. Mais avant, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas de composteur chez moi. Et donc, il y a des petites micro-solutions. Aller chercher son pain à pied, ça fait du bien, marcher un peu, même s'il fait un peu froid l'hiver. Bon, voilà. Donc ça, c'est changer nos modes de... Mais c'est facile à dire, c'est pas facile voilà, à réaliser, parce qu'il y en a qui ont besoin de faire leurs courses dans des grandes surfaces, parce que c'est quand même plus économique que d'acheter... voilà, forcément, à côté de chez soi, enfin, on sait que l'équation est complexe. Pour l'électromobilité, je suis d'accord avec vous, les voitures électriques sont encore chères, même s'il y a des aides, il faut quand même voilà, mettre de l'argent. La question de la production d'électricité, ça interroge. Effectivement, on était dans un discours, et c'est là où on voit que les pouvoirs publics ont quand même un discours très changeant. On nous a incité à acheter massivement du diesel parce que, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on émet moins que de l'essence, mais beaucoup plus de particules fines. Donc, quand on s'en est rendu compte, aujourd'hui c'est arros sur le diesel, hein, il faut plutôt privilégier l'essence, voire l'électromobilité. Donc on voit bien que ça change. Le nucléaire, il était question de fermer les centrales. Aujourd'hui, le nucléaire, comme il est globalement décarboné, malgré les déchets ultimes, l'extraction minière, tous les problèmes que ça pose, dans les discours politiques,
on voit bien que c'est plutôt remis en avant. Hein. Donc on voit bien que maintenir nos mobilités, notre niveau de mobilité n'a pas de solution unique, miracle. C'est une somme de leviers, j'ai essayé de les évoquer, pour changer les comportements. Mais je suis d'accord avec vous, produire de l'électricité, c'est impactant aujourd'hui, surtout avec le nucléaire. C'est inquiétant, parce qu'on produit des déchets pour des millions d'années. Hein. Mais consommer du pétrole et balancer dans l'air des gaz à effet de serre dont la décomposition va prendre, selon les molécules, entre quelques années et quelques milliers d'années, parce que là, le changement climatique, tel qu'on perçoit les effets, c'est la conséquence du comportement de générations passées. Hein, c'est un phénomène d'accumulation. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui inquiète, mais consommer de l'énergie fossile, même si on ne voit pas trop ce qui se passe là-haut, hein, voilà, c'est pas perceptible, c'est aussi un vrai problème aujourd'hui. Donc est-ce qu'on maintient nos niveaux de mobilité qui sont quand même très élevés? C'est très récent à l'échelle de l'humanité. Hein. L'avènement de la vapeur des premières lignes de chemin de fer, c'est 1850, hein, début du 19e siècle. 150 ans à l'échelle de l'humanité, c'est rien du tout, sauf qu'on s'est adapté très vite à cette hypermobilité. Hein. On n'est pas prêt à renoncer. Mais donc du coup, on n'a pas d'alternative unique, miraculeuse, pour changer. Donc ça veut dire essayer de voir si on ne peut pas faire bouger les choses individuement, changer de comportement, se dire est-ce que je ne pourrais pas modifier mes pratiques pour avoir un meilleur comportement. Ça demande du temps, ça demande de l'effort, de l'énergie, mais c'est ce qui a changé finalement avec les questions climatiques, c'est que ce qui se passe à un endroit de la planète va impacter la Terre entière. Et ça c'est vraiment quelque chose qui change la donne, parce qu'on ne peut plus fermer les yeux sur ce qui se passe voilà, partout, et donc on se sent un peu obligé de montrer l'exemple, en disant, voilà, on fait un effort, regardez quand même ce que ça peut apporter. Mais j'ai conscience qu'il n'y a pas de solution unique, vous avez vu dans mon discours, s'il y en avait une, ce serait incroyable. Effectivement, renoncer à certaines mobilités, il y a un courant qui commence à émerger en disant on va peut-être moins prendre l'avion, davantage le train pour nos vacances, pour avoir une mobilité plus vertueuse. Sauf que quand on regarde les prix des billets, vous avez du low cost aérien qui vous amène, je sais pas, à Porto pour 10-12 euros en avion, il y a un problème. Donc on est incité à prendre l'avion, y compris pour des week-ends, vous voyez. Donc il y a plein de paradoxes. Moi mon rôle c'est de les documenter, de les éclairer, mais c'est vrai que l'équation est complexe. Y compris sur comme je disais à la fin, sur nos localisations résidentielles, donc c'est peut-être bien avec ce que vous allez dire la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut continuer à étaler en se disant il y a la voiture qui va faire le job pour tout ce qui est mobilité? Ça c'est une vraie question, alors qu'il y a une aspiration pour de la maison individuelle, à la campagne, proche de la nature, qui est très forte, hein, qui est très très forte. J'ai une question pour vous, parce que je suis totalement affolée par ce que vous nous avez montré, c'est-à-dire cette autoroute à moitié finie, qui ne sera jamais finie. Ça va finir, vraiment? Oui. Parce que c'est... Elle date de quand, les photos? On peut prendre plusieurs questions là, parce que sinon, là-bas, devant vous. Cette autoroute sera finie. Donc peut-être une ou deux autres questions.
Oui. Vous avez une question. Si finalement ça serait fini. Oui, ça serait fini. On n'entend pas. Alternatives des bâtiments, de l'habitation, le matériau qui a été alors, il y a une question ici, puis une question là-bas, on va les prendre ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est une question. Actuellement, je comprends que la plus grosse partie de ce qu'on produit au niveau alimentaire s'en va, et ce qu'on consomme arrive d'ailleurs. Et donc, ouais, je ne comprends pas tout. Il y a des villes qui consomment ce qu'elles produisent sur place, et on a étonnamment en ville beaucoup d'espaces cultivables. Donc il y a une idée qui ressort de faire comme certaines villes dans le monde, de cultiver sur place. C'est-à-dire qu'on est en activité physique, on est en lien les uns avec les autres, on a éventuellement une alimentation qui est meilleure que l'alimentation industrielle. Et du coup, pas de déplacement, dans le Carrefour, voilà. Des choses simples. Et puis au niveau du transport, l'intermodalité, oui, sauf que par exemple, Nîmes-Ouest, c'est impossible de covoiturer, d'avoir le parking, c'est un truc qui casse la voiture à tous les coups. C'est un no man's land, et on est très peu organisé pour passer d'un système à l'autre. Je suis en vélo beaucoup, donc je me régale, je vais beaucoup plus vite que les voitures. C'est beaucoup plus stimulant, c'est beaucoup plus joyeux, c'est beaucoup plus risqué aussi. Donc c'est mon choix, c'est vraiment beaucoup plus risqué. C'est là que je suis seule et que je me débrouille bien, mais c'est pas bon pour tout le monde. Donc il faut vraiment qu'on améliore les choses. Et puis prendre le train avec le vélo, on n'a pas encore changé, on a de moins en moins de place dans les trains. Ça bouchonne grave, quoi. On avance à une vitesse de limace, quoi. C'est pas possible. On a 7 ans pour pas dépasser un 5. Voilà, je suis terrifiée. Bonsoir. En fait, moi j'avais plusieurs questions. Du coup, déjà pour madame qui nous a présenté l'exposition et votre travail, merci beaucoup parce que c'est vraiment un très beau travail. Et ça m'a fait penser à ce qui s'est fait pour la 69. Le travail de Karim, j'ai noté son nom parce que je n'arrive pas à le retenir, Layani, qui a fait un travail sur justement comment repenser l'emprise de la 69 sur le territoire. Et en fait, son travail permettait la préservation de 366 hectares de terres agricoles et faisait économiser 350 millions d'euros en compensation du projet qui est en train d'être mené. Voilà, donc ça m'a fait penser un peu à ça. La dernière partie de votre travail, vous montrez un peu l'implantation qu'a fait un groupe protestant, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais ce travail de Karim Layani, c'est un travail artistique ou activiste? Les deux. Les deux. Oui, et puis il est architecte paysager. Ah, ok. Mais je pourrais vous montrer si vous voulez après. Moi j'avais plusieurs choses par rapport à pas d'alternative des transports en commun. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait des lignes de chemin de fer qui ont été abandonnées, qui ont été transformées en pistes cyclables et qui ne sont pas utilisées à leur pleine possibilité. Moi je pense notamment à la ligne qui va jusqu'au Gros du Roi. Cette ligne-là, en fait, moi j'habite à Vauvert typiquement, et en fait il y a un train le matin, un train le soir, le reste du temps c'est des bus. Donc la logique elle est où? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Voilà. Et puis sachant qu'avec un train, en fait on met 20 minutes pour venir à Nîmes, avec un bus on met 1 heure. Voilà. Après, et puis il y a aussi ce problème de reporter tout sur le vélo. Enfin, une grande partie des moyens de transport, on dit oui, le vélo c'est une des solutions importantes pour les villes. Mais en fait, on fait quoi des personnes handicapées, des personnes âgées qui ne peuvent pas faire du vélo? Voilà moi. Voilà, typiquement, en fait, ça devient un mode de transport sélectif. Il n'y a plus d'inclusivité. Alors, on parle d'inclusivité dans la société, mais l'inclusivité, elle commence par des transports, il me semble, pour que tout le monde puisse accéder à une certaine liberté.
Et vous disiez qu'on était dépendant des transports en commun, mais à ce moment-là, les personnes à mobilité réduite, elles sont cantonnées à devoir rester chez elles. En fait. Et je trouve ça très dommage. Voilà, après j'avais les ZFE, pour moi, c'est encore ségréguer une certaine partie de la population. C'est quelque chose qui se fait totalement arbitrairement en disant bah voilà, vous ne rentrez pas dans les cases parce que vous n'avez pas l'argent pour pouvoir vous acheter une voiture qui permet de rentrer sur la ville. Donc en plus vous venez de pas forcément la ville, donc vous n'allez pas pouvoir bénéficier des transports gratuits parce que vous n'êtes pas du coin. Donc il y a plein de choses que j'arrive pas à comprendre là-dedans. Et une chose que je ne connaissais pas et que vous m'avez fait découvrir, c'est les navettes autonomes. Mais en fait, c'est encore prendre de l'emploi alors qu'on dit qu'il y a de moins en moins d'emplois. Donc à un moment donné, remettre de l'humain, c'est bien aussi. Voilà. Dans les petites gares aussi, plutôt que mettre des automates. Et autrement, et vous disiez comment faire changer la demande. Moi, j'ai une bonne idée. Faites des consultations citoyennes en fait. Voilà. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. On va s'exprimer, puis après on va... Je voulais demander à M. Chapelan qu'est-ce qui est passé de la politique des transports à Nîmes. C'est nul. Je vais déjà peut-être donc tout ce qui est soulevé effectivement comme une question, comme élément de débat, montre la complexité du système de mobilité parce qu'il y a une dimension environnementale, il y a une dimension de service public, il y a une dimension sociale qui est très très forte. Et donc, effectivement, il y a des choix politiques derrière. Ces choix politiques, évidemment, ils sont assumés par ceux qui ont eu le plus de suffrages. Et effectivement, ces choix-là, ils impactent les mobilités pour de longues années. Moi, je suis un amoureux du rail. Effectivement, je trouve dommage qu'on se prive de voies ferrées. Alors, c'est vrai que les retours qu'on a des collectivités, c'est dire en termes d'exploitation, ça coûte énormément d'argent. Donc on transforme ça en voie verte. Effectivement, la voie verte, c'est bon pour le vélo, mais ça ne rend pas du tout le même service par rapport à du ferroviaire qui, lui, n'est pas impacté par la circulation, qui est performant. Les gares desservent souvent les hypercentres. Donc on est sur un mode de transport qui, au moins pour les voyageurs, pour le fret ça c'est différent, est revenu sur le devant de la scène. Il y a des lignes qui ont réouvert, alors ça a pris plusieurs années, je pense à la rive droite du Rhône qui permet pour TER maintenant de circuler, il y a la ligne Cannes-Grasse, il y a des exemples, peut-être pas suffisamment, je suis d'accord. Le choix de mettre une voie verte, il y a toujours l'emprise, mais avant qu'on ait à nouveau des rails, il va se passer beaucoup de temps. C'est un sujet. Mais oui, voilà, moi je suis contacté par des associations pour réouvrir certaines lignes, et ça, je trouve ça chouette. Bon, voilà, c'est un mode de transport qui est vraiment très très vertueux, massifié. La question des vélos dans les trains. Alors, que dit la loi d'orientation des mobilités? Elle oblige les fabricants de matériel roulant à prévoir 6 places de stationnement, d'accroche dans les rames. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de conflits entre des rames qui sont souvent bondées et des cyclistes qui essayent de rentrer leur vélo coûte que coûte. Et donc, on voit bien qu'en termes d'intermodalité, ça pose problème parce que les cyclistes, eux, ils demandent plus de place pour rentrer leur vélo. Donc on risque, faute de matériel roulant adapté aujourd'hui, de devoir réserver son emplacement vélo. Ou alors de laisser son vélo à la gare, et puis d'en louer un autre, prendre des transports en commun à destination. Donc on voit bien que même ça, qui paraît, finalement je mets mon vélo dans le train, il n'y a rien de plus simple,
même ça, c'est un élément de discussion, de débat. Il y a des conflits entre les cyclistes et les personnes qui sont en train liées à ça. Donc c'est vrai que c'est un sujet complexe. La question du social, je suis d'accord avec vous, c'est une question essentielle. Il n'y a pas de bonne politique si elle n'est pas avant tout sociale. Donc les ZFE, le recul il est lié à ça, hein, le rétropédalage, parce que autant quand je mets un sens interdit, le sens interdit s'applique à tout le monde. Quand je ferme une zone pour l'apaiser aux voitures, elle s'applique à tous. La ZFE, évidemment, celui qui a l'argent pour avoir la bonne voiture, lui il va pouvoir accéder, et celui qui ne l'a pas, il va être davantage contraint. Donc ça interroge, c'est tout à fait évident. Les personnes à mobilité réduite, elles bénéficient quand même de services de transport collectif dédiés. Les départements ont gardé la main sur le transport des personnes en situation de handicap. En ville, il y a des services spécifiques, c'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être très insuffisant. Donc il y a sans doute beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Évidemment, la mobilité, aujourd'hui, c'est ce qui a changé, elle est au cœur des politiques publiques parce que les collectivités mettent énormément d'argent, alors ça peut paraître insuffisant, mais pour ces mobilités plus inclusives et plus durables. C'est le premier poste de dépense, la mobilité, pour beaucoup de collectivités, ce qui avant n'était pas du tout le cas. Donc, on voit bien que c'est un sujet qui s'est invité au cœur du débat politique. On peut encore aller beaucoup plus loin, je suis d'accord avec vous, mais en tout cas on ne peut pas dire que c'est un sujet qui n'est pas pris en compte. Voilà. Les communautés de communes ont été amenées à se saisir de la compétence mobilité pour mettre en place des politiques vertueuses. Il y en a la moitié en France qui ont choisi de la prendre, l'autre moitié a laissé la compétence mobilité à la région. En Occitanie, c'est massivement le cas. Après, chacun s'est prononcé, hein, mais la loi d'orientation des mobilités a éliminé les zones blanches de mobilité, comme on appelle, enfin les zones blanches au moins au niveau de la compétence mobilité, pour inciter les communautés de communes, qui sont au plus près des citoyens, à mettre en place des solutions qui répondent davantage aux besoins des gens qui habitent le territoire. Donc on voit bien que c'est un sujet qui s'invite au cœur du débat politique et on peut s'en réjouir. Une question alors? Oui, justement, Nîmes Métropole va soumettre son plan de mobilité en enquête publique très bientôt. Donc j'invite tous les gens à justement participer à cette enquête publique, à lire le dossier comme il faut et faire des propositions si le dossier ne leur convient pas. Alors, on ne sait pas quand, peut-être monsieur je le sais. Non, monsieur. C'est seulement sous peu. Ouais. Le plan de mobilité, c'est un document qui est obligatoire et qui est valable de 10 ans. Je ne sais pas s'il n'y a plus de questions, si vous voulez dire. Moi je voulais juste dire un mot de conclusion pour vous inviter ensuite à revenir le plus souvent possible au sérieux. On l'a vu, je vous remercie encore de vos regards et expériences croisées. Je crois que c'était la richesse de cette soirée. Avec l'art qui nous fait nous interroger et puis en même temps des apports scientifiques qui nous montrent aussi l'ampleur du problème, les contradictions, la complexité et la nécessité d'une approche qui est à la fois globale et en même temps dont on sait que les solutions seront des solutions toujours pas que locales je pense et pas que individuelles, mais en tout cas qui seront mixtes et mélangées en combinant à la fois notre je pense droit à la mobilité qui fait qu'on n'est pas assigné à résidence et qu'il faut quand même se le dire aussi qu'on a besoin que l'être humain est un être d'échange et de partage
voilà, c'est important de le maintenir, et en même temps, la situation qui fait que, bon, il y a des fois des choses qui interrogent. Bon, sur la question de, je ne vais pas rentrer maintenant dans le débat sur les mobilités dans la ligne métropole, parce que je pense que ça serait un peu long, mais on sait que, bon, voilà, on sait qu'on a beaucoup de travail devant nous, et qu'on paye aussi, voilà, des atermoiements, des erreurs, bon, qui sont des fois des erreurs aussi, comment dire, de bonne foi. Hein. Il y a aussi des périodes où on savait moins ce qui se passe et ce qui allait se passer aujourd'hui. Donc voilà, donc en tout cas, je fais le lien encore comme Pascal avec ce qui va se passer la semaine prochaine, parce que la question des mobilités, elle est liée nécessairement à la question de comment on habite la Terre, comment on habite nos territoires, et donc du coup la question de quel habitat demain, enfin dès aujourd'hui, demain, quelle maîtrise foncière, quelle maîtrise publique. On voit bien que un système libéral ne pourra pas répondre à cette question des mobilités, comme elle ne pourra pas répondre à la question d'un habitat raisonnable et raisonné. On le voit avec, on avait déjà parlé ici avec la question de la spéculation foncière, de la spéculation immobilière, voilà, et donc du profit de certains au détriment d'un habitat raisonné dans nos territoires. Donc merci encore, à très bientôt, et j'espère à la semaine prochaine, donc mardi 6, on sera le 6, à 18h, ici même pour le deuxième rendez-vous Café Débat Urbain du CAE. Merci encore Christina et Laurent, et profitons encore de l'exposition.